Dans cette partie du cours sur le microprocesseur 8086, nous allons voir l'organisation interne et la gestion de la mémoire. Pour ce qui est de l'organisation interne, le 8086 dispose de 14 registres, qui sont les registres généraux AX, BX, CX et DX. Ce sont des registres sur 16 bits, mais qui peuvent être décomposés en des registres sur 8 bits. AX est composé par deux registres sur 8 bits qui sont AH et AL. BX est décomposé en BH et BL, ainsi de suite. Ces registres-là, ce sont des registres généraux, mais dans certaines situations ou bien certaines instructions, ils peuvent être utilisés comme des registres spécialisés. AX, c'est un registre accumulateur. BX, un registre de base utilisé dans l'adressage. CX, un registre compteur utilisé dans les boucles. Et DX, un registre de données. Il y a aussi les registres pointeurs et les registres d'index. Les pointeurs, ce sont le pointeur de pile SP et le pointeur de base BP. Il y a les registres index qui sont SI et DI, index source index et destination index. Il y a les registres segments qui sont au nombre de 4, CS pour code, SS pour stack, ça veut dire la pile. Nous allons voir en détail par la suite ce que c'est que la pile. Il y a le registre DS qui data segment, donc segment de données, et ES c'est pour extra segment ou bien données supplémentaires, registre du segment de données supplémentaires. Il y a le pointeur d'instruction qui est IP. On l'appelle également compteur programme, compteur ordinal, etc. Donc, par définition, le pointeur d'instruction contient en permanence l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. En dernier, nous avons le registre d'état. Alors, le registre d'état, c'est un registre qui permet d'indiquer l'état du processeur après l'exécution de chaque instruction. Pour cela, il dispose d'un certain nombre de drapeaux, ou bien en anglais flag, ou bien indicateurs. Il y a les flags CY, P, AC, Z, S, T, I, D et O. CY, c'est le drapeau ou bien l'indicateur de retenue, de l'anglais carry. Lorsque le résultat d'une instruction a généré une retenue, le bit CY va passer à 1. Ensuite, il y a le bit P, c'est le flag ou bien l'indicateur de parité, donc parity. Parité veut dire le nombre de 1 contenu dans le résultat d'une instruction. Le nombre de 1 contenu dans le résultat d'une instruction. Lorsque le nombre de 1 est pair, le bit P va prendre la valeur 1. Lorsque le nombre est impair, le bit P va prendre la valeur 0. Ensuite, il y a le bit AC ou bien l'indicateur AC. C'est l'indicateur de retenue auxiliaire. C'est le cas où il y a une retenue entre le premier quartet et le second quartet dans un opérand sur 8 bits. Lorsqu'on a une opération sur 8 bits, lorsqu'il y a une retenue du 4e bit vers le 5e bit, le bit AC dans ce cas va passer à 1. Il est utilisé dans les opérations
en BCD. Le bit ensuite suivant, donc c'est le bit Z ou le flag Z. C'est le flag 0. 0 indique que le résultat, tout simplement, que le résultat d'une instruction est nul. Lorsque Z égale à 1, ça veut dire que le résultat de la dernière instruction à avoir été exécutée a généré un résultat nul. Ensuite, S, c'est pour le signe. Lorsque le résultat est négatif, S prend la valeur 1. Lorsque le résultat est positif, S prend la valeur 0. Le 8e bit, ou bien le bit numéro 8, le flag numéro 8, c'est le flag T, le drapeau T. T, c'est pour trap. Trap en anglais, pour dire mode débogage. C'est le cas où le processeur exécute un programme en mode pas à pas, instruction par instruction. Le bit numéro 9, c'est le bit I, c'est le drapeau de validation des interruptions. Lorsqu'il est à 1, les interruptions sont autorisées. Lorsqu'il est égal à 0, les interruptions sont masquées. Ensuite, le bit D, c'est l'indicateur de direction. Il est utilisé dans les opérations sur les chaînes de caractères. Lorsqu'il est à 1, ça veut dire que une chaîne de caractères est manipulée à partir de la plus haute adresse vers la plus faible adresse. En dernier, nous avons le bit ou bien le flag O. O pour overflow. Il indique un dépassement de capacité. Un dépassement de capacité, c'est lorsque la taille réservée pour un résultat ne suffit pas pour écrire la valeur du résultat. Donc, par exemple, on réserve 8 bits pour un résultat alors que les 8 bits ne suffisent pas. Donc là, c'est ce qu'on appelle un cas de dépassement de capacité. On reconnaît un dépassement de capacité lorsqu'on fait l'addition de deux nombres négatifs, donc qui ont un MSB égal à 1, le résultat est positif, le MSB égale à 0. Ou bien, lorsqu'on fait une addition entre deux nombres positifs, dont le MSB égale à 0, et le résultat est négatif. Donc, ceci indique qu'il y a dépassement de capacité. Dans la partie gestion de la mémoire, nous allons voir la notion de segmentation. Alors, la segmentation est une technique qui permet de diviser la mémoire en des parties qui peuvent être accédées séparément. La notion ou bien la technique de segmentation est très utilisée dans les processeurs. Dans le cas du 8086, un segment a une taille de 64 kilooctets. Là, par exemple, nous avons les 1 mégaoctet de la mémoire entière. Ici, nous avons un segment de 64 kilooctets. Un segment doit nécessairement avoir une adresse multiple de 16. Une adresse multiple de 16. Ça veut dire que si l'adresse elle est sur 20 bits, les 4 bits de poids faible doivent être nécessairement à 0. C'est ce qui veut dire que l'adresse elle est multiple de 16. Alors, puisque les 4 bits de poids faible d'une adresse sur 20 bits sont 0, alors on peut les éliminer et préserver uniquement les 16 bits restants. Ces 16 bits restants vont constituer ce qu'on appelle l'adresse segment. Alors, nous avons dans un premier temps l'adresse segment qui est une adresse sur
16 bits. Elle permet d'indiquer la position du segment dans la mémoire de 1 mégaoctet. Et pour identifier une case mémoire dans le segment, il faut ce qu'on appelle un offset. L'offset, c'est quoi? L'offset, c'est tout simplement une adresse également sur 16 bits. Pourquoi 16 bits? Parce que nous avons une taille de 64 kilooctets. Et pour identifier une position dans 64 kilooctets, il est nécessaire de disposer de 16 bits. Alors là, cet offset ou bien le déplacement permet d'indiquer le déplacement ou bien la position de la case mémoire par rapport au segment. À partir de là, nous allons définir ce qu'on appelle une adresse logique qui est la paire segment et offset. Elle est notée segment, ensuite 2 points, ensuite offset. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'adresse logique. À chaque adresse logique doit nécessairement correspondre à ce qu'on appelle une adresse physique. L'adresse physique, c'est une adresse sur 20 bits qui permet de déterminer la position de la case mémoire dans les 1 mégaoctet adressés par le 8086. Alors la correspondance entre l'adresse logique et l'adresse physique est toute simple. L'adresse physique, elle est égale à la valeur du segment multipliée par 16, puisqu'on avait dit que le segment ou bien la position du segment doit être une adresse multiple de 16. Donc on multiplie la valeur du segment par 16, ce qui fait qu'en binaire, on va générer 4 zéros sur le quartet de poids faible. Et ensuite, on rajoute la valeur de l'offset. Alors, en programmation, on ne manipule uniquement que les adresses logiques. Nous allons voir par la suite l'avantage d'utiliser les adresses logiques ou bien la notion de segmentation au lieu de manipuler les adresses physiques. Alors l'adresse logique, c'est la paire segment et offset. L'adresse physique, c'est la valeur qui correspond à cette adresse logique-là, qui est la valeur du segment multipliée par 16 plus l'offset. Le 8086 dispose de 4 registres qui permettent d'indiquer la position de 4 segments. Les 4 registres donc de segments sont CS, SS, DS et ES. CS permet d'identifier le segment appelé code segment ou bien le segment code. Ce segment-là va contenir les programmes ou bien un programme. Le deuxième segment, c'est le segment de pile. Alors la pile, c'est quoi? La pile est une zone mémoire qui fonctionne en mode LIFO. LIFO pour last in, first out. Donc dernier arrivé, premier à sortir. Donc la pile sert à sauvegarder momentanément des données d'exécution d'un programme. Elle sert à sauvegarder momentanément des données. Nous allons voir par la suite un peu plus de détails sur l'utilisation de la pile. Ensuite, en troisième lieu, il y a le segment de données, data segment. Il est pointé par le registre de segment DS. Et enfin, nous avons le registre ES qui pointe le segment de données supplémentaires. Donc le segment de données et le segment de données supplémentaires vont contenir les données
sur lesquels vont s'exécuter les traitements ou bien sur lesquels vont s'exécuter les programmes. Alors, lors de l'exécution d'un programme, le microprocesseur ne va pas utiliser la totalité des 1 mégaoctet, mais uniquement 4 segments de 64 kg au maximum. Ça peut être moins, on va voir par la suite comment, mais au maximum, il peut manipuler uniquement 4 segments de 64 kg chacun. Le premier va contenir les codes du programme. Le deuxième va contenir la pile utilisée par le programme. Les deux autres segments qui sont le segment de données et le segment de données supplémentaires vont contenir les données sur lesquelles vont être appliqués les programmes. Il y a aussi une correspondance ou bien une association entre chaque registre de segment et des registres d'offset ou bien des registres pour contenir les déplacements. Alors, pour ce qui est du segment code, le segment code est indiqué par la valeur contenue dans le registre CS. Là, nous avons la première case mémoire, donc il y a pour adresse logique CS, 2 points, et 0, 0, 0, 0 en hexadécimal. Une valeur sur 16 bits qui est égale à 0. Là, c'est la première case mémoire du segment de code. Une case mémoire quelconque est indiquée par la paire CS-IP. CS-IP. Pourquoi particulièrement le registre IP? On avait dit que le registre IP contenait les adresses des instructions. Alors, le registre code segment ou bien le registre CS contient la position du segment pour les programmes et IP permet d'indiquer le déplacement dans ce segment-là. Donc, il va indiquer l'adresse d'une instruction puisque le segment en entier contient des programmes. Les choses sont les mêmes pour les autres segments. Le segment de données, DS, on lui associe un registre d'index, soit le registre SI ou bien le registre DI, de la même manière. Donc à chaque fois que l'on veut définir une adresse d'une donnée, on peut la définir par la paire DS, SI ou bien DS, DI. C'est exactement la même chose pour le registre de données supplémentaires. Donc, une donnée est identifiée par la paire ES-DI ou bien ES-SI. Et enfin, pour le segment de pile, nous avons le registre de segment pile qui est SS. On lui associe le registre SP. SP, c'est pour Stack Pointer, donc pointeur de pile. Donc, on va voir par la suite comment est utilisée la pile et comment est utilisé le registre SP. Comme on vient de le mentionner, un programme peut au plus manipuler 4 segments de 64 kilo-octets. Donc au total, une taille mémoire de 256 kilo-octets. Certains programmes ne nécessitent pas une telle taille, donc ils peuvent exiger une taille plus petite. Donc il y a la possibilité de faire chevaucher les segments. Faire chevaucher les segments, ça veut dire que les segments vont avoir des parties communes, de telle sorte à pouvoir réduire la taille de la mémoire entière, ou bien de tous les segments utilisés, jusqu'au point où l'on peut faire
recouvrir tous les segments et n'utiliser qu'un seul segment. C'est le cas des programmes dits commandes qui ont l'extension dans les ordinateurs .com. Donc les programmes .com, ce sont des programmes qui n'utilisent qu'un seul segment de la mémoire. Donc ce sont des programmes dont la taille n'est pas très importante. Alors, comment faire chevaucher les segments? En fait, si l'on divisait les 1 mégaoctets de la mémoire sur 64 kilooctets, on va obtenir 16 segments distincts. Ce qui fait que 4 bits uniquement sont nécessaires pour définir les segments. Donc les combinaisons de 4 0 jusqu'à 4 1 vont définir les 16 segments possibles de 64 kilooctets. Seulement les concepteurs de Intel ont proposé des adresses segments non pas sur 4 bits mais sur 16 bits. Ceci permet d'avoir 2 à la puissance 16 combinaisons différentes de segments. Cette technique en quelque sorte va permettre de faire chevaucher les segments. Alors en fin de compte, la segmentation de la mémoire offre plusieurs avantages. Premier avantage, c'est la séparation des données et des programmes. Ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est l'application d'un même programme sur des données différentes ou bien sur des ensembles différents de données. Il suffit de mettre des données ou bien des ensembles de données dans des segments différents et d'appliquer à chaque fois les programmes sur ces ensembles-là. Le troisième avantage, c'est la réduction de la taille du code des instructions. Alors, les codes des instructions doivent avoir nécessairement les adresses des opérandes. Alors, le fait d'utiliser la segmentation, un opérande va être identifié par une adresse sur 16 bits qui correspond à l'adresse de l'offset ou bien l'adresse du déplacement. Alors, dans ce cas, au lieu d'utiliser 20 bits pour une adresse, on utilise uniquement 16 bits. Donc, au final, nous allons pouvoir réduire la taille du code d'une instruction. Un autre avantage de la segmentation, c'est le fonctionnement en multitâche. Le fonctionnement en multitâche, ça veut dire qu'un processeur peut exécuter plusieurs programmes. Alors, pour faire une chose pareille, il suffit tout simplement de mettre des programmes dans des zones différentes et à chaque fois basculer vers cette zone et la considérer comme zone programme ou bien segment de programme pour exécuter un programme. Donc cette technique de segmentation va faciliter le fonctionnement en multitâche ou bien l'exécution de plusieurs programmes. Et enfin, l'utilisation sans risque de l'adressage direct. L'adressage direct, on va le voir par la suite, c'est le cas où l'on utilise une valeur d'adresse. S'il n'y avait pas la technique de segmentation, deux programmes peuvent utiliser la même adresse, donc la même valeur d'adresse, ce qui fait qu'il risque qu'il y ait des erreurs dans l'exécution dans l'un ou bien l'autre des deux programmes. Dans le cas de l'utilisation de la segmentation, chaque programme va avoir son segment de données propre à lui. Donc, l'adressage direct va être utilisé sans risque. Dans cette dernière partie concernant la gestion de la mémoire, nous allons voir
l'initialisation du microprocesseur. L'initialisation du microprocesseur 8086 a lieu en appliquant un signal sur la broche Reset. Donc lors de la mise sous tension ou bien le redémarrage du microprocesseur ou bien la remise à zéro du microprocesseur. Dans le cas de l'initialisation, les registres IP CS, DS, ES et SS vont prendre des valeurs particulières. IP, DS, ES et SS vont prendre la valeur 0. Le registre CS va prendre la valeur FF en hexadécimal. Nous savons qu'un microprocesseur exécutait automatiquement et systématiquement l'instruction dont l'adresse est contenue dans le registre IP. Alors, automatiquement, le microprocesseur 8086, au démarrage ou bien après la remise à zéro, va exécuter l'instruction se trouvant à l'adresse logique qui est FFFF 2.0, qui correspond à l'adresse physique FFFF0, l'adresse sur 20 bits. Cette adresse-là, c'est l'adresse de Bootstrap, en anglais Bootstrap. C'est une adresse du programme de démarrage. Par exemple, dans le cas des ordinateurs personnels, c'est l'adresse du programme appelé BIOS ou bien appelé EFI dans les ordinateurs récents.